Le Kurgan est une des figures les plus marquantes et mythiques du cinéma des années 80, méchant inoubliable du premier film Highlander de 1986. Le Kurgan est un combattant sans pareil, une machine à tuer, un psychopathe qui a traversé les millénaires en semant chaos et destruction partout où il allait. Vous connaissez très certainement le principe de la saga Highlander, des humains qui se révèlent immortels suite à leur première mort violente et qui sont destinés à s'affronter en duel à l'épée, puisque seule la décapitation amène à leur mort véritable. Diverses règles régissent ces affrontements, comme l'obligation de respecter le 1 contre 1 en théorie, l'interdiction de se battre sur un sol considéré comme sacré par une religion, et l'idée qu'il ne pourra en rester qu'un, un seul entre tous, celui qui remportera le mystérieux prix. Lorsqu'un immortel en décapite un autre, un phénomène mystique et physique survient, notamment accompagné d'éclairs et d'explosions, tandis que le vainqueur absorbe l'énergie du vaincu, son quickening. Le Kurgan fait une forte impression dès son apparition dans Highlander avec ce qui ressemble à une armure taillée dans de l'os, tandis qu'il combat dans le rang des Fraser en 1536 dans une bataille entre clans dans les hautes terres d'Écosse, et se réserve le privilège de tuer un certain Connor MacLeod, le personnage principal, dont la première mort, qui révèle son immortalité, survient par l'épée du Kurgan. Contrairement à cette vision de sagesse, de cumul de savoir qu'on pourrait associer généralement à l'idée d'une vie de plusieurs siècles et millénaires, le Kurgan s'enfonce toujours plus loin dans sa délectation de la peur qu'il suscite et de ses capacités à détruire et dominer sans jamais en subir la moindre conséquence. Dans le film, l'histoire de ce prédateur ultime nous est brossée à grands traits par Juan Sanchez Villalobos Ramirez, le mentor de Connor, incarné avec brio à l'écran par Sean Connery, même si toutes ces scènes furent tournées en l'espace d'une seule semaine. Le passé du Kurgan a été exploré et étoffé dans un livre et des bandes dessinées, mais quant à savoir ce qui est considéré comme canon ou pas, c'est une autre histoire. On sait que le Kurgan est né aux alentours de 1000 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait de lui un immortel ancien, mais pas le plus ancien de tous, loin de là. Le nom de Kurgan implique que les scénaristes ont fait de petites recherches, mais sans pousser bien loin. En effet, le mot Kurgan désigne un type de tumulus des steppes d'Asie centrale et par extension a servi de nom à l'hypothèse d'une vaste culture Kurgan à l'origine des langues indo-européennes, avec pour premier bassin la steppe pontique qui correspond à la partie occidentale de la grande steppe eurasienne. Selon cette hypothèse, la culture Kurgan se déploie en 4 stades chronologiques et en 3 vagues d'expansion, le tout entre le 5e et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. En gros, le Kurgan est trop jeune, il aurait dû naître bien 1000 ans plus tôt pour correspondre à la période la plus tardive. Ceci dit, on distingue assez clairement ce qu'ont voulu faire les auteurs, quel archétype ils ont invoqué et condensé dans le personnage de Kurgan. C'est tout simplement celui du barbare destructeur en piochant dans cette peur ancestrale des hordes armées venues des plaines de l'Est pour piller ou conquérir. Bien évidemment, on ne peut pas non plus ignorer la consonance vaguement russe et les origines de l'Est du Kurgan dans un film de 1986, alors que la guerre froide est une réalité écrasante, la figure du méchant gigantesque du barbare de l'Est qui ne respecte rien, pas même la quiétude d'une église, et qui sera vaincu par un mélange des cultures de l'Ouest sur le sol américain, voilà qui n'est pas totalement innocent, juste un an après Rocky IV et Ivan Drago. Si on prend en considération les bandes dessinées, le Kurgan se nommait Victor, il est né sur le territoire appelé à devenir la Russie, sur les rives de la mer Caspienne plus précisément, avant d'être emporté par une inondation et recueilli par une tribu Kurgan. Confronté à un père d'adoption extrêmement violent qui le force notamment à combattre un chien affamé, comme évoqué par Ramirez dans le film, Victor finit par tuer ce père en lui faisant avaler une pierre brûlante alors qu'il dormait. Repéré plus tard par un immortel connu sous le surnom du Bédouin, il est devenu son élève avant de le trahir et de le décapiter, récupérant avec son quickening un don de vision. Cette propension du Kurgan à trahir sans cesse et ne respecter rien ni personne est une constante. En effet, le Kurgan ne respecte que la force et se contente de toujours cumuler plus de talent à l'épée et de puissance pour dominer tout ce qui l'entoure. Pour revenir brièvement sur ce pouvoir de vision envisagé, inventé par les bandes dessinées, on peut souligner que c'est par ce biais que le Kurgan aurait la vision de Connor qui serait amené un jour à le vaincre. Sans raconter en détail la litanie de ses exactions, on retrouve dans cette vie inventée pour la bande dessinée cette idée de l'incarnation ultime du barbare puisque le Kurgan participe notamment aux hordes de Vandales, Goths et Wisigoths qui attaquent Rome. Le terme de barbare provient du grec ancien et désigne ceux qui n'appartiennent pas à la civilisation hellénique et dont on ne comprend pas la langue. Pour les Romains, les barbares sont tout simplement les peuples extérieurs à l'Empire. Le terme est sans doute associé à une connotation plus péjorative lors des fameuses invasions barbares, et le Kurgan incarne tout ce qu'on y accole généralement avec la violence, le viol, la destruction,
en opposition à la civilisation elle-même. Le Kurgan s'engage dans tout ce qui correspond de près ou de loin à cette notion de conquête guerrière, que ce soit avec les Huns d'Attila, puis les Tartares, les raids vikings et enfin la horde mongole de Gengis Khan. En 1536, juste avant sa rencontre avec Connor, il tue notamment un puissant immortel surnommé le Mongol. La BD va bien plus loin lorsqu'elle invente un partenariat du Kurgan avec le régime soviétique dans les années 60, régime qui cherche à créer des super soldats dont l'immortel devrait superviser l'entraînement. On entre alors dans le grand n'importe quoi en sachant qu'on imagine très mal le Kurgan s'intégrer dans un système hiérarchique et devenir professeur. Mais bon, on est en plein dans l'idée que je décrivais avec la caricature du méchant de l'Est. Le Kurgan participe énormément à la réputation du film grâce à l'interprétation de Clancy Brown et à l'excellent travail de costume pour ce personnage. D'autres acteurs sont contactés, notamment Arnold Schwarzenegger qui décline le rôle, tandis que Nick Nolte et Rutger Hauer sont pressentis. Finalement, c'est via le background musical du réalisateur, Russell Mulcahy, que le nom de Clancy Brown va surgir. En effet, Mulcahy a beaucoup travaillé sur des clips avant son premier film, Razorback, en 1984, et c'est en discutant du projet Highlander avec Sting que ce dernier lui parle de Clancy Brown, avec qui il venait de tourner La Promise ou The Bride en VO, une version de La fiancée de Frankenstein, dans laquelle Clancy jouait le monstre de Frankenstein. Clancy Brown est non seulement un acteur talentueux et sous-exploité dans l'ensemble, mais aussi une personne avisée, comme on va le constater au sujet du film maudit Highlander 2, Revenons toutefois au casting initial pour le Kurgan dans le premier film. Clancy Brown a hésité à accepter ce rôle, il aimait le script, mais d'une part il craignait de ne pas supporter les prothèses nécessaires à son apparence, suite aux allergies dont il avait souffert sur le tournage de La Promise en tant que monstre de Frankenstein, et d'autre part, on ne lui a concédé qu'un cachet minable et sans même de pourcentage sur les recettes en cas de succès. Finalement, il offre la meilleure performance de tout le film, même si Christophe Lambert s'en sort étonnamment bien à sa façon, sachant qu'il a dû apprendre l'anglais pour le rôle. Comme promis, j'en viens au désastre Highlander 2, qui imagine que les immortels sont d'origine extraterrestre, et j'en passe et des pires. Et pour ce projet, donc, un morceau de script avait été proposé à Clancy Brown pour qu'il revienne, mais à la lecture, il a compris immédiatement que c'était atrocement mauvais. Christophe Lambert l'a appelé pour le convaincre de revenir, de rejoindre le projet Highlander 2, et quand Clancy a souligné combien le script était nul, Lambert a répondu qu'il avait participé à l'écrire. Ce n'est pas aller plus loin, et Clancy explique qu'il aurait pu accepter de jouer dans un bon film pour peu d'argent, mais pas dans un mauvais film pour aussi peu que ce qu'on lui proposait alors. La série Highlander, avec ses 6 saisons de 92 à 98, a marqué beaucoup de téléspectateurs dont je faisais clairement partie, et a parfois mentionné indirectement et sans le nommer clairement le Kurgan. L'histoire de ce personnage aurait pu s'arrêter là donc, mais c'est sans compter le projet de reboot d'Highlander porté par Henry Cavill et Chad Stahelski. Et oui, Henry Cavill va reprendre le rôle de Connor MacLeod, et de son propre aveu, il était un fan de Highlander, notamment de la fameuse série. Le tournage aurait déjà dû commencer, mais une blessure de Cavill durant la préparation l'a repoussé à début 2026, ce qui laisse supposer une sortie en salle en 2027. Cette nouvelle version va aussi piocher dans la mythologie développée par la série télévisée, en reprenant notamment les Watchers, les Guetteurs en VF, ce groupe d'humains qui observent et consignent les activités des immortels depuis des siècles et des siècles. On sait que Jeremy Irons interprétera le chef des Guetteurs dans le film. Quant au Kurgan, il revient sous les traits de Dave Bautista. Voilà un défi particulièrement difficile à relever. On imagine sans trop de problèmes Henry Cavill pouvoir apporter quelque chose de différent au rôle de Connor, d'autant qu'il a fait du teasing en soulignant que le niveau de combat à l'épée qu'on avait vu de sa part dans The Witcher n'était rien en comparaison de ce qu'on verrait dans Highlander. En revanche, faire mieux que Clancy Brown dans le registre du grand tueur cinglé et chaotique, voilà qui s'annonce extrêmement difficile, même si je ne doute pas des capacités de Dave Bautista. Rien que la voix de Clancy Brown apportait énormément, mais tout, en fait, son expression, son regard, à tel point qu'il effrayait certains membres de l'équipe du tournage du film par sa simple présence entre les prises. Il faut laisser le bénéfice du doute à Bautista, mais une chose est sûre, les acteurs devraient en baver sur ce tournage, puisque le nom de Chad Stahelski vous est sans doute familier. Cascadeur puis coordinateur cascade sur de nombreux films, il est passé à la réalisation avec les 4 films de la saga John Wick. Dave Bautista, interrogé à ce sujet par Collider, a tenu à souligner que le niveau d'action qu'on pouvait attendre de ce reboot d'Highlander risquerait de choquer les spectateurs. Il avoue ne pas savoir s'ils pourront faire aussi bien ou mieux que l'original, qui est déjà un signe appréciable d'humilité et de respect du premier film. Ceci étant dit, quand on revoit ce premier film,
ce que j'ai fait pour préparer cette vidéo, on ne peut que constater que le niveau des chorégraphies de combat est médiocre au mieux. La qualité du film découle du mystère de la découverte, de la beauté de cette idée géniale des immortels tirée d'un travail de fin d'études de Gregory Whedon à l'université de Los Angeles, UCLA, où il était encore alors un parfait inconnu. On peut aussi apprécier bien sûr l'ambiance créée par la mise en scène avec beaucoup de tournages de nuit, de la fumée, des effets de lumière, sans oublier l'incroyable bande originale composée spécifiquement par le groupe Queen qui avait adoré le premier montage du film qu'ils avaient pu visionner et qui a souhaité composer bien plus que prévu initialement. C'est une bénédiction pour le film. Ceci étant dit, le niveau des combats à l'épée était nettement meilleur dans la série télévisée que le film, notamment grâce aux qualités martiales d'Adrian Paul qui jouait Duncan MacLeod. Imaginez l'univers des immortels associé avec le rythme et le niveau d'exigence d'action du réalisateur de John Wick laisse entrevoir un potentiel non négligeable. Il faut regarder la réalité en face, la franchise Highlander n'a abouti qu'à 2 créations dignes d'intérêt, le film d'origine et la série télé, même si elle s'est terminée sur une 6e saison en deçà des attentes légitimes. Il n'est pas totalement impossible que ce reboot rende enfin un souffle épique à cette mythologie et fasse justice à son potentiel immense entre des mains compétentes. Je dois malheureusement tirer une petite sonnette d'alarme car le scénariste ou co-scénariste, si Chad Stahelski participe de manière substantielle, est un certain Michael Finch qui n'a littéralement jamais écrit un seul bon film en dehors des John Wick, sachant que ce qui fait la qualité des Wick, ce n'est clairement pas leur écriture, même s'il y a quelques idées cool, admettons. Quant au Kurgan, sa première incarnation restera indépassable, je pense, initialement pensé comme un méchant plus réfléchi et de sang-froid. La rencontre entre la caractérisation finale et l'interprétation de Clancy Brown continue de faire de lui une figure capable de se tenir aux côtés des plus grands méchants de films de genre, ce club ultra sélectif des antagonistes qui ont su élever l'ensemble d'un film par leur simple présence. Si vous ne souhaitez pas vous trimballer avec d'énormes épingles à nourrice accrochées à une cicatrice autour de votre cou, dont vous risquez d'écoper, eh bien je vous invite à soutenir la vidéo et la chaîne. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, le pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, devenir membre hein, si vous en avez les moyens. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et ce sera bien sûr dès lundi, puisque nous sommes à 3 vidéos par semaine. Donc ciao, à très vite.